Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société. Votre attention s'il vous plaît. L'heure butoir pour la conférence et débat est déjà arrivée. Nous demandons l'attention de tout et chacun dans cette assise. Nous allons brosser de façon ramassée le chronogramme des activités. Le tout premier point de notre conférence et débat, ce sera le remerciement. Nous allons vous remercier. Deuxième point, c'est la présentation de tout et chacun de nos intervenants et autres. Le troisième point, c'est la conférence et débat proprement dite. Et le dernier point, ce sera jeu de questions, photos de famille et rafraîchissement. Merci beaucoup. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation sur la conférence de débat concernant la pandémie à Covid-19. C'est une pandémie d'actualité, c'est un sujet qui va quand même nous intéresser. Et nous tirons notre sort comme les futurs professionnels de santé publique et ça va nous permettre à faire usage sur le terrain. Sans plus tarder, nous attaquons le deuxième point. Le deuxième point que nous allons présenter nos intervenants, nos partenaires, coordination faculté, ses substituts et les autres. Dans cette conférence débat, nous avons des intervenants comme des conférenciers. Au premier lieu, on aura l'assistant Gaston Boandé, c'est notre assistant de l'université de Kisangani à la faculté de médecine et de pharmacie au département de la santé publique. Il est là, vous allez quand même le voir, c'est l'assistant Gaston. Merci beaucoup. Le deuxième intervenant, c'est M. Raphaël Isséa. Il a fini ici, ça c'est notre aîné, il a fini chez nous ici. Vous allez le connaître plus pendant que nous allons commencer la conférence. Il est là, M. Raphaël Isséa, c'est deuxième intervenant. Dans cette conférence, c'est une conférence riche en couleurs pour la santé publique. Nous avons des partenaires. Partenaires que nous avons ici, nous avons la radio-télévision Amani. C'est notre partenaire. Ce sont nos partenaires de la radio-télévision Amani. Ces partenaires ne se sont pas laissés comme ça. Ils se sont engagés encore dans une organisation, dans un organisme très riche en couleurs, c'est Internews, les partenaires là. Ils sont là dans l'Internews, notre partenaire. Il y a aussi l'Internews, donc la radio-télévision Amani a fait une relation avec l'Internews, un autre partenaire. Donc, c'est ça, ce sont nos partenaires. Voilà de façon ramassée la présentation de tout et chacun. Merci beaucoup. Nous touchons directement le troisième point. C'est le point qui nous a réunis ici. Tout ce qui a un écart, automatiquement c'est un problème. Si c'est un problème, nous appelons ça un problème de santé publique. Au premier intervenant, à la personne d'assistant Gaston Boandé, il va nous parler de l'aperçu de la maladie à Covid-19. Bonjour à tous. Je suis assistant Gaston Boandé, que nous allons nous présenter la situation actuelle par rapport à cette pandémie.
Et le deuxième intervenant va vraiment entrer dans les nœuds du problème. C'est là où nous allons pousser nos réflexions par rapport à ça. Avant d'y arriver, on doit quand même faire un petit rappel parce que ça semble être un peu oublié. Et c'est comme ça qu'on va révéler quelques connaissances que nous connaissons parce que nous disons que Covid-19, n'importe qui peut contacter Covid, tel que nous connaissons, parce que c'est une pandémie qui a fait rage, nous connaissons que n'importe qui peut contacter Covid-19. Alors, les personnes de plus de 60 ans, ce que nous appelons les personnes de troisième âge, sont plus de victimes ou de personnes vulnérables, telles que nous disons, en santé. Ils sont plus exposés. Pas seulement ces personnes-là, il y a aussi des personnes avec des maladies chroniques, entre autres les hypertendus, les diabétiques, les personnes qui ont plus l'obésité. Il y a aussi les personnes vivant avec VIH, pourquoi pas les cancers. Ce sont les maladies plus chroniques. Et aussi les personnes atteintes, les femmes atteintes que nous sommes développées, ou d'autres malades graves. Les personnes non vaccinées présentent plus de risques. C'est comme ça l'accent a été mis sur la vaccination pour arriver à atténuer la situation qui nous avait été arrivée. Alors, par rapport aux symptômes, comme j'ai dit tantôt, il y a plusieurs symptômes. Fièvre, maux de tête, on appelle céphalée. Il y a plus la fatigue, aussi des frissons, ainsi de suite. Plusieurs symptômes peuvent accompagner l'apparition de cette maladie chez un être humain. L'incubation, c'est-à-dire la période qui sépare pendant que la personne était affectée jusqu'à la manifestation des symptômes, ça peut aller de 2 à 14 jours, ce qui revient en moyenne 7 jours. La transmission, nous connaissons, c'est par voie aérienne, ainsi que cette transmission par voie aérienne est due aux sécrétions organiques, et puis ça peut partir d'une personne affectée à une personne saine. Alors, parce que nous disons de la transmission, lorsque vous êtes affecté, le virus va aller s'installer dans les poumons. Ça va attaquer le système respiratoire. C'est ce qui traduit cette image. On ne saura pas trop entrer en contact. En bref, le virus va aller s'installer dans nos poumons une fois affecté. Alors, par rapport à la transmission, ça vient d'une manière générale par le fait d'éternuer, la toux ou moucher et les salives. Mais les études ont montré que ça peut aussi se passer par des voies fécales. Donc si tu es en contact avec la matière fécale d'une personne qui a été affectée, il y a aussi le risque d'être contaminé. Entrer en contact avec les gouttes que la personne va jeter dans l'air, parce que la transmission est aérobique, c'est-à-dire que ça se passe dans l'air. Si ces gouttelettes qu'il a émises n'entrent pas directement chez le récepteur, la personne qui était saine, alors comme je disais, les gouttelettes peuvent tomber sur les surfaces, la table, ordinateur, téléphone, je ne sais pas moi, l'objet qui peut être en contact avec ces gouttelettes-là. Maintenant, tu étais saine, tu n'as pas bénéficié directement de la personne qui était malade. On toucha, si il y avait encore la possibilité que ces microbes-là résistent, ça peut déjà te contaminer. C'est-à-dire que tu touches et tu mets ta main soit sur le nez, la bouche, et ainsi de suite, et automatiquement tu es contaminé. On a essayé de comparer le degré de contagiosité, c'est-à-dire la virulence par rapport à d'autres pathologies, d'autres maladies, d'autres microbes. On a vu que c'est rougeole qui vient au premier lieu. Parce que la rougeole a la capacité d'affecter au moins 12 à 18 personnes. C'est-à-dire un enfant ou une personne rougeolée a la capacité de contaminer ses semblables autour de 12 à 18 personnes. Et d'autres maladies jusqu'à VIH. Et nous prenons notre fameux Covid.
lui a la capacité d'affecter au moins 2,4 à 3,3 personnes. C'est-à-dire, une fois tu es affecté, ou une personne qui est affectée peut contaminer autour de lui au moins 2 ou 3 personnes. Alors, si vous présentez des symptômes, ou si votre résultat de test est positif, isolez-vous. Parce qu'en étant malade, vous avez la possibilité de contaminer. C'est comme ça que la COVID-19 était propagée. Alors, nous faisons un petit rappel sur les dates à ne pas oublier dans cette histoire de Covid. Nous vous rappelons les dates très importantes pour cette histoire de Covid. Comme nous connaissons, c'était le 31 décembre 2019. Quand on parle de Covid-19, c'est parce que ça a commencé à l'année 2019, précisément à date du 31 décembre. Nous connaissons l'histoire, c'est un rappel comme je disais, et c'était dans la ville de Wuhan, à la Chine. Arrivé le 14 février 2020, l'Afrique maintenant doit être victime, dont le premier cas était en Égypte. Donc pour l'Afrique, en date du 14 février 2020, ça a commencé en Chine en décembre, mais seulement en février, l'Afrique aussi était contaminée. Alors, début février, donc tous les pays doivent se préparer pour faire face à cette pandémie. Parce que coûte que coûte, étant donné qu'il y a interconnexion des continents, la maladie aussi va se déplacer d'un continent à l'autre. C'est comme ça qu'en Afrique, nous étions victimes par le premier cas au niveau de l'Égypte. Maintenant, par rapport à notre pays RDC, c'était en date du 10 mars 2020 que nous avions enregistré le premier cas dans notre pays. Tandis que, comme le premier cas était vu le 10 mars, disons, en date du 11 mars, directement déclaration de la pandémie par l'OMS au niveau pays. Donc, il faudra confirmer le premier cas le 11 et le 10 directement le jour suivant. Nous sommes déjà dans la COVID-19 comme tous les autres pays qui commençaient à se déclarer. Alors, toujours au mois de mars, c'est le 24, on a enregistré 45 cas parce qu'on commençait à douter avec le premier cas, mais du coup, on est allé à 45 cas et qu'il y avait aussi 2 décès. Et là, c'était à Lubumbashi. Alors, la pandémie n'est pas une urgence sanitaire mondiale depuis le mois de mai 2023. Je n'ai pas dit que non, ce n'est plus un problème de santé publique. Il y a la différence. C'est-à-dire, ce qui était déclaré comme urgence internationale n'est plus une urgence par rapport à tout ce qu'on a fait comme intervention, vaccination, prise à charge et ainsi de suite. On a vu que non, à ce niveau ici, on ne doit plus déclarer Covid comme une urgence sanitaire mondiale. C'était au mois de mai 2000, si j'ai la bonne mémoire, c'était le 5 ou le 3 ou le 5 mai 2023. Mais qu'à cela ne tienne, le risque de développer la forme grave de la maladie et de décès fortement diminué grâce aux interventions, comme je disais tantôt, et que malgré ces améliorations, le virus continue à circuler dans tous les pays et le risque substitue qu'un nouveau variant, même si nous ne sommes plus dans l'urgence sanitaire internationale ou mondiale, mais on n'a pas dit que non, le virus n'existait plus. Ça continue à circuler. Et qu'il y a même une possibilité d'avoir des nouveaux variants, c'est-à-dire de découvrir de nouveaux types de virus et nouvelles formes de COVID-19 qui peuvent être très dangereuses. L'OMS recommande les pays de passer à une gestion durable à long terme. C'est-à-dire que les pays, même si vous passez, c'est comme ça que l'OMS avait recommandé, que les pays puissent passer à une gestion durable. C'est-à-dire jusqu'à la preuve du contraire, les interventions de Covid continuent. Alors, comme stratégie, maintenir, pérenniser la lutte contre Covid. Quand on dit pérenniser, ça veut dire que non, toutes les interventions qui étaient mises en œuvre doivent être continuelles pour qu'on arrive à éradiquer complètement cette maladie. Alors, cette pérennisation
doit se passer par l'intégration des interventions de lutte contre le Covid dans la PEV de routine et dans les paquets de soins de santé primaires. Parmi les antigènes qu'on donne à la vaccination, pour ne pas dire la vaccination des enfants, la vaccination en général, il y a les vaccins de Covid en permanence. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu veux te faire vacciner, tu peux aller dans un centre de santé, dans un service sanitaire, tu demandes, tu en auras. Ce qui veut dire que non, la vaccination contre le Covid rentre dans la routine, c'est-à-dire les interventions de chaque jour. C'était la stratégie que l'OMS avait recommandée au pays. Alors, par rapport à la gravité, en moyenne, c'était 80%. Donc, les cas sévères, c'était autour de 18%, et que les cas critiques étaient autour de 7%. Ce qu'on doit retenir ici, que non, Covid-19 touchait plus les personnes âgées. Ça traduit ce que je venais de dire là. D'une manière générale, on a compris que non, par rapport aux études qui étaient menées, plus de 80 ans et plus étaient contaminés à 14%. Et que les enfants de moins de 9 ans, parfois 0, ces enfants-là n'étaient pas contaminés. Comme c'était une urgence planétaire, par rapport aux régions de l'OMS, on a vu que c'est plus en Amérique que les cas étaient beaucoup observés. Par contre, chez nous en Afrique, on n'avait pas assez de cas. C'est comme ça qu'on commençait à douter de Covid chez nous en Afrique. La situation actuelle, comme je disais, Covid n'est pas encore dans les pensées. On continue à notifier les cas. Tandis que dans le monde, on continue à notifier. Donc, depuis le 26 mai, le monde avait notifié 129 millions de cas, répartis de la manière suivante. En Europe, 66 millions, 67,7 millions, jusqu'à chez nous en Afrique, même si on est au bas de l'échelle, mais on continue quand même à notifier. Alors par là, pour la RDC, ça c'est de manière globale, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la RDC a enregistré 9 761 981 personnes complètement vaccinées. Par rapport au cas positif, donc le pays, jusqu'à aujourd'hui, a, par rapport aux données disponibles bien sûr, 95 646 cas positifs dans toute l'étendue du pays. Et par rapport au décès, il y a 1464. Si vous calculez les taux de létalité, alors ça c'est les données jusqu'aux semaines, les données de l'année passée ici. C'est pour vous dire que non, Covid-19 fait partie des maladies sous surveillance. Et pendant ces semaines-là de l'année passée, voilà les cas qui étaient notifiés et que Covid aussi faisait partie dans la liste des maladies sous surveillance. Alors, comme je disais, pour les cas qui étaient notifiés en RDC, non, en Afrique, les 426, c'est la RDC qui vient à la première position. La RDC, celle, avait notifié jusqu'au 26 mai 2024 que nous sommes, 84 nouveaux cas. Donc, vous retenez que dans les pays continuent à notifier et à enregistrer des cas positifs par rapport à cette maladie. Pays, c'est pour dire que non, la RDC en Afrique est le premier pays pour le moment à continuer à notifier plus de cas. C'est ce que nous devons. 27% des personnels de santé complètement vaccinés, c'est grave. Imaginez, c'est par là qu'on devrait trouver 100%. Mais on a trouvé que c'est seulement 27% dans l'ensemble des personnels de santé qui étaient plus exposés. Par rapport aux personnes de troisième âge, il n'y avait que 33%. J'insiste que non, les populations vulnérables devraient être vaccinées de plus. Mais par contre, nous voyons qu'il y a des faibles proportions par rapport à cette catégorie-là. Et devraient aussi être vaccinés à 100%, supposons. Mais malheureusement, on n'a qu'un quart de cette catégorie qui était vaccinée. Il y avait 9 virgules. En conclusion, pour ce rappel, qu'est-ce que nous disons? La situation de Covid-19 reste dynamique, avec des fluctuations, des changements, des variations dans des cas et des taux de vaccination qui influencent les mesures. Comme je disais, dans certains pays, il y a 80% des personnes qui sont vaccinées. Dans d'autres pays, moins de 30%, moins de 10%, comme chez nous. Malgré la pandémie, n'est plus une urgence mondiale, sanitaire mondiale, mais elle n'appartient pas encore au passé. Il y a la possibilité qu'on puisse avoir de nouveaux variants
Lorsque l'immunité collective n'est pas garantie, alors c'est ce qui constitue le défi, d'où la vigilance, l'adaptation des stratégies reste essentielle pour contrôler cette pandémie qui n'a pas encore pris fin. Nous disons et nous vous remercions. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons accorder la parole au deuxième intervenant, qui est M. Raphaël Isseya Yembele. Il est apprenant de master en méthodologie de recherche appliquée en domaine de santé publique. Lui va nous parler, qui va nous donner quand même quelques leçons concernant les coronavirus. Monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je suis Raphaël Isseya Yembele, comme les collègues l'ont dit. Je suis apprenant de DA en santé publique, orientation, méthode de recherche appliquée en santé publique. Je vais essayer d'achever ce que l'assistant Gaston venait de commencer en abordant les aspects concernant les leçons apprises et les défis persistants par rapport à la COVID-19. Il y a 3 points que je vais aborder. Il y a l'introduction, il y a les leçons apprises et les défis persistants. Alors, en guise d'introduction, je crois que l'assistant Gaston longuement dit, la pandémie à COVID-19 a eu un impact durable sur le monde entier. Il y a eu des personnes qui ont été affectées, il y a eu des décès, il y a eu des confinements, il y a eu des entreprises qui ont été fermées, ce qui veut dire les travaux des gens ne se faisaient plus comme prévu. Il y a eu beaucoup de mots. Alors, maintenant là, la pandémie commence à s'atténuer. Mais, comme l'assistant Gaston l'a dit, nous ne pouvons pas oublier que ça demeure encore un problème de santé publique. Alors, pour cette présentation, nous allons essayer d'examiner les principaux défis persistants et proposer des pistes de réflexion pour y faire face. Concernant les leçons apprises par rapport à cette pandémie, il est important de comprendre que la pandémie à COVID-19 a révélé de l'importance de la préparation aux pandémies. Parce qu'au départ, on ne s'y attendait pas, mais subitement, on a vu apparaître une maladie qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait même pas un traitement, et il y a eu beaucoup de décès, il y a eu trop de conséquences économiques, sociales et tout. Donc, ce que nous devons comprendre, ce que nous devons tirer comme leçon, c'est que désormais, on peut faire face à une autre maladie, tout comme la Covid peut toutefois revenir à nouveau. Nous ne devons pas oublier. Deuxièmement, il y a nécessité de construire des systèmes de santé qui sont solides. Parce que s'il n'y a pas de systèmes de santé qui sont solides, nous avions vu, il y avait des pays qui avaient développé des masques, des gels et tout, mais il y a eu des pays aussi qui ont marqué, ne fût-ce que les masques. Il y a eu des pays qui étaient incapables de riposter. Il y a eu des décès comme ça, les gens ne savaient pas où enterrer les gens, comment gérer les cas. Donc nous sommes appelés à construire des systèmes de santé qui seront solides, qui seront à mesure de riposter à n'importe quelle maladie. Et troisièmement, il y a importance de coopération internationale. Donc, vous avez remarqué qu'avec la COVID-19, il n'y avait même plus moyen de voyager. Pendant que la maladie nécessitait l'importation des vaccins, importation des produits médicaux, importation des outils de mesures barrières et tout. Donc, n'eût été la coopération internationale, on ne pouvait pas vaincre la maladie. On a vu la Chine développer, produire les vaccins, et les États-Unis viennent acheter tout au même moment. Alors, s'il n'y a pas de coopération internationale, c'est difficile de réussir à des pandémies pareilles. Troisièmement, les rôles de la science.
nous sommes les scientifiques. Nous avons vu les gens expérimenter rapidement. C'est pour une première fois dans l'histoire de voir un vaccin développé dans moins de 5 cas et mis sur le marché et autorisé même dans les cadres d'utilisation d'urgence. C'est pour une première fois dans l'histoire. C'est pour cela, nous, États scientifiques, nous devons toujours être vigilants. Et jusqu'à présent, il y a encore nécessité de mener des recherches sur cette maladie. Il y a plusieurs variants qui existent. Nous devons mener des recherches. Il y a vaccin. Est-ce que ce vaccin est efficace? Dans quelle mesure? Parce qu'au niveau de l'industrie de production, le vaccin peut être efficace par exemple à 100%. Mais imagine le vaccin utilisé dans les villages où les conditions ne sont pas réunies. Est-ce que ce vaccin est efficace? Nous et vous ici, les scientifiques, nous sommes appelés donc à mener des recherches, à porter notre action pour la santé mondiale. Donc, non seulement pour la Covid, mais pour toutes les autres maladies. Ce sont des leçons que nous devons tirer face à cette pandémie. Troisièmement, il y a l'importance de la solidarité et de la résilience. C'est comme je l'ai dit en un mot. Donc, il y a eu des interventions des autres pays qui ont contribué avec la maladie dans d'autres pays. Et de la même façon, entre les communautés et tout. Voilà. Maintenant, je vais aborder les défis persistants par rapport à cette pandémie. Premièrement, accès équitable aux vaccins et au traitement reste un défi. Il y a de nombreuses régions, il y a des pays qui n'ont pas de vaccins jusqu'à ce jour. Ça reste un défi. La disponibilité des vaccins, la disponibilité des traitements. Si aujourd'hui, ici à Kisangani, il y avait un cas positif, est-ce que le système de santé serait à mesure de réagir? On comprend à Kisangani, mais aller maintenant dans les villages, dans les fins fonds du village, où trouver même un comprimé, de quinine reste un problème. Est-ce que ces gens-là seront à mesure? Il y a eu des cas de Covid comme ça, les gens sont décédés, et on n'a pas notifié, tout simplement parce qu'on est capable de diagnostiquer, surtout dans le village. Donc jusqu'à ce jour, nous avons réussi à contrôler la maladie, mais toutefois, il faut s'y attendre que dans les fins fonds du pays, dans d'autres pays, dans d'autres régions, d'autres catégories de la population n'ont pas les mêmes accès, n'ont pas les mêmes capacités de riposter contre la maladie. Deuxièmement, il y a problème d'hésitation vaccinale. Troisièmement, il y a des variants des virus. Au moment où vous luttez contre ces variants des virus, un autre variant apparaît. Et du coup, on a conçu les vaccins pour lutter contre tel variant. Et du coup, un autre variant apparaît et ça rend même les vaccins inefficaces. C'est comme ça qu'on a eu affaire à 4 variants au départ, jusqu'à ce que les variants actuels appelés Omicron puissent apparaître. Donc ce sont des défis. Nous, étant des scientifiques aussi, nous sommes appelés à mener des recherches là-dessus. Il y a aussi un problème de l'inégalité sociale et économique. Il y a des populations qui sont vulnérables, qui ne peuvent pas résister, soit combattre la maladie au cas où la maladie se faisait voir. Mais il y a aussi des populations qui sont mieux équipées. Ça reste encore un défi. Ça reste un défi auquel le monde fait face. Nous pouvons dire, on a levé la mesure, la déclaration de l'urgence de santé publique et de portée internationale. Bien sûr, parce qu'actuellement nous avons les vaccins, il y a des traitements symptomatiques qui existent, il y a des mesures barrières et tout. On dit, ok, calmons, léger, ce n'est plus une urgence. Mais la maladie est là. Nous ne pouvons pas oublier. À part ça, il y a eu des problèmes de relance économique. Il y a eu des entreprises qui sont tombées pendant la pandémie à Covid-19. Parce qu'il y avait confinement, il y avait des marchés, des boutiques, des entreprises qui étaient fermées. Et jusqu'à ces jours, ils sont dans les capacités de revenir. Il y a problème de baisse des mesures préventives. Actuellement, on ne voit plus les gens porter les masques. Et présentement, là, si vous portez même les masques, vous êtes considéré comme un orgueilleux.
il veut nous montrer quoi? Vous comprenez? La distanciation sociale, ça n'existe plus. Lavage des mains, pendant la pandémie, devant toutes les boutiques, il y avait des lave-mains, dans les bureaux et partout. Actuellement, si vous passez, vous trouverez qu'il y a des lave-mains, mais il n'y a pas d'eau. Soit il y a de l'eau, il n'y a pas de savon. Soit il y en a, mais personne ne l'utilise. En plus, il y a incohérence des messages bibliques. De l'autre côté, on vous demande de porter le masque. L'autre vous dit non, il ne faut pas porter. Ce sont des histoires des occultistes. Les autres vont dire non, quand vous portez le masque pendant longtemps, vous allez développer des stress respiratoires. Et du coup, les gens disent non, moi je ne vais pas porter le masque. Les mêmes professionnels qui vous disent porter le masque pour ne pas attraper la COVID-19, l'autre vous dit si vous portez, vous allez mourir du stress respiratoire. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses qui ont fait que du coup, les gens n'ont plus opté pour les mesures préventives et aussi la pression économique et sociale. Autre défi, risque de nouvelle pandémie. On ne sait pas quand, mais baisse des mesures préventives peut conduire à ce que la pandémie revienne à nouveau. Le refus des vaccins peut faire en sorte que nous soyons contaminés et qu'il y ait encore des cas, ce qui peut causer une épidémie, ce qui peut causer la pandémie, ainsi de suite. Il y a des défis pour la gestion des pandémies futures. Si aujourd'hui il y a pandémie, si aujourd'hui il y a épidémie, qu'est-ce que nous avons déjà pour lutter contre? Est-ce que serions-nous à mesure de riposter? Est-ce que serions-nous à mesure de contrôler la maladie avec ce que nous avons, avec notre système de santé qui est déjà défaillant? Ce sont des questions qu'on doit toujours se poser et chercher des pistes de solutions. Merci beaucoup. Nous remercions de plus nos fameux intervenants. L'un a abordé l'aperçu de la maladie à Covid-19 et l'autre vient de nous donner des leçons apprises et les défis très persistants. Je sais que chacun de nous, peut-être un petit souci comme j'avais déjà parlé, il a déjà noté sa petite question à côté. C'est maintenant les jets de questions. Les questions d'éclaircissement. C'est focaliser à la matière. Ne sautez pas. Nous sommes dans l'aperçu de la maladie. Nous sommes dans des leçons apprises et défis persistants. Entrez, se focaliser comme un participatif, poser la question conformément à la matière donnée. Vous avez la parole. Comment nous allons procéder? Nous allons à la série de 5 questions. J'arrive dans votre rangée, je vois, je demande ceux qui vont poser la question jusqu'à la fin. Donc, je commence ici. Qui a une question ici? 2. Ne posez pas pour poser. 1. L'ami a soulevé, a levé. Même moi aussi, je vais essayer pour qu'on puisse me voir. Non. Posez ce qui est important. Est-ce que votre question est d'actualité? Votre question est pertinente. Il faut se poser de telles questions. Voilà. Nous commençons ici. L'aperçu où vous posez la question au deuxième intervenant qui vient de nous donner des leçons apprises. Nous sommes déjà clairs. Ok. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Nous sommes étudiants et héritiers pour mettre à Ngoli. Le finaliste en un de santé publique. Ma question, je m'adresse au premier intervenant. J'ai suivi, il a parlé de la période de l'incubation, mais je ne sais pas la durée de l'incubation de la maladie quand vous avez contracté cette maladie. Merci beaucoup. C'est la durée de l'incubation. Je pense que la question a été bien notée. Voilà la période de l'incubation et la durée. C'est ça ce qu'il demande ici. Oui. Vous présentez, promotion et autres. Au deuxième intervenant, s'il vous plaît.
Moi, c'est Ernaud Lissouma. Donc là, je suis étudiant en deuxième licence santé publique LMD. Je suis l'intervenant. Quels sont les moyens pour modifier la préparation des pandémies dans notre pays? Okay. Merci beaucoup pour la parole accordée. Moi, ma préoccupation s'adresse au premier intervenant, l'assistant Gaston. Et je suis l'étudiant Makai Nimbaï Gédéon, finaliste à LD Hospi. Et vous avez parlé de la vaccination. Et ma préoccupation est la suivante. Une personne qui est vaccinée, il peut attraper la maladie ou pas? Est-ce qu'une fois nous sommes vaccinés, cela est l'assurance qu'on ne peut pas développer la maladie ou pas? Merci pour la parole accordée. Moi, c'est l'étudiant Daniel Nyeki de deuxième licence LM2 santé publique. Bon, je veux poser ma question, m'intéresser au deuxième intervenant. Il nous a parlé des variants qui font persister la maladie face au vaccin. Je voulais juste savoir les variants en question et puis, est-ce réellement les variants en question qui font persister la maladie à Covid-19 face au vaccin? Merci, c'est Blaise Bassanga. Ma question est destinée au premier intervenant. La pandémie d'abord c'est quoi? Bon, vous avez aussi parlé de l'épidémie. Comment une maladie peut être déclarée épidémie? Quand? Parce qu'on peut trouver que la malaria, le paludisme peut être déclaré comme pandémie. Quand? Oui, merci de l'exposer. Ma question s'adresse au premier intervenant. J'ai au moins deux questions. D'abord, je suis Doris Lokemba, étudiant en LD, LMD santé publique épidémiologie. La première question est celle-ci. La deuxième question, c'est pour le deuxième intervenant. Vous nous avez dit que la maladie Covid-19 persiste encore. Ça reste encore une maladie entre nous. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez déjà enregistré, après la pandémie, vous avez déjà enregistré combien de cas pour qu'on sache que c'est déjà une maladie chez nous et ça habite entre nous? Merci beaucoup. 84 cas, c'est déjà la réponse. Voilà, jusqu'à ce niveau, nous pouvons quand même donner le temps aux intervenants pour nous donner les éléments de réponse. Nous commençons par le premier intervenant. Ok, merci pour les questions que nous avions enregistrées. Commençons par la première question qui demandait la période d'incubation. Durée, période, nous disons d'abord que c'est la même chose. Et nous avions spécifié que pour ce qui concerne le Covid-19, cette période d'incubation varie d'une personne à l'autre. On a vu que non, chez une personne, ça peut faire 2 jours seulement. C'est-à-dire la personne était contaminée il y a 2 jours et il a manifesté le septembre. Mais chez une autre personne, c'est jusqu'à 14 jours. C'est-à-dire cette période ou durée, ça peut aller de 2 à 14 jours. C'est-à-dire il y aura des gens qui vont développer dans 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça dépend d'une personne à l'autre. La deuxième question, c'était la personne complètement vaccinée peut encore développer la maladie. Alors, moi, je ne saurais pas me tenir ici et dire que non, une personne vaccinée a la chance à 100% de ne pas développer une maladie. En tout cas, dans le contexte de Covid, on n'a pas dit que non, la vaccination protège à 100%. Mais, par contre, la vaccination protège à un certain seuil, un grand seuil d'ailleurs. C'est-à-dire, quelqu'un qui a eu la vaccination a moins de chances de développer la maladie. Alors, l'autre question, c'était par rapport à la définition de pandémie et comment une maladie peut quitter de l'épidémie jusqu'à la pandémie. Moi, je complète de l'épidémie jusqu'à la pandémie. Donc, parce qu'une maladie peut être déclarée épidémie, mais à un certain niveau, ça devient pandémie, à un certain niveau, endémie, donc ça dépend. Alors, quand nous parlons de pandémie,
c'est par rapport à l'étendue. Donc ça a pris toute la planète. Il n'y avait pas une région qui était touchée. Par contre, l'épidémie, c'est purement local. Il y a la précision d'une contrée et la période aussi est toujours connue. Que vous pouvez encore consulter davantage la différence entre pandémie, endémie et ainsi de suite. Parce que l'objectif du débat, c'était qu'au moins 10% des personnes, de la population en général soient vaccinées. On ne sait pas si, par rapport à ces 29%, si on compare la proportion à la population générale, vous allez voir que non, c'est le personnel de santé qui est plus vacciné. Parce qu'en général, nous sommes moins de 10%. Donc, si vous observez, lorsque la maladie a commencé, c'était les variants alpha qui avaient commencé en novembre 2020. Et après, les variants bêta est arrivé. Maintenant, on dit, comparativement aux variants précédents, la virulence des variants bêta était très élevée comparativement aux variants alpha. Mais son impact, donc efficacité, sur l'efficacité des vaccins, était réduit. C'est-à-dire les vaccins qu'on a produits pour les variants alpha n'avaient pas beaucoup d'efficacité sur les variants bêta. Vous comprenez? Et concernant l'effet des vaccins sur les formes graves, on dit que les vaccins avaient sensiblement diminué les formes graves de la maladie. Mais ces vaccins prévenaient contre les formes graves du variant bêta. Et c'est là où je vais revenir encore pour éclaircir ce que l'assistant Gaston vous avait dit. Les vaccins protègent contre les formes graves. Mais une personne vaccinée n'est pas épargnée de la maladie. Mais il ne fera jamais les formes graves. Vous comprenez? C'est-à-dire, si vous avez réussi les vaccins, en tout cas, vous pouvez développer des maux de tête, des maux de gorge et tout, mais il n'y aura pas de formes graves, ça ne va pas vous conduire à la mort. Je prends maintenant le troisième variant, c'était le variant gamma. Ce variant avait encore une virulence supérieure aux variants bêta et alpha. Vous comprenez? Par rapport à l'efficacité des vaccins était réduite. Mais pour les formes graves, les vaccins protégeaient. C'est-à-dire même les malades. Donc, en bref, ce qu'il faut faire, nous devons renforcer notre système de santé, nous devons promouvoir la vaccination. Allez vous faire vacciner. C'est important, c'est pour votre protection. On dit une personne vaccinée ne développe pas de formes graves. Toi, tu peux ne pas recevoir les vaccins, tu peux ne pas développer des formes graves, mais tu constitues un danger pour la personne, pour le vieux papa qui est à la maison. Parce que lui peut faire des formes graves, parce que c'est une personne. Pour votre frère qui vit avec comorbidité, peut faire des formes graves. Vous dites, non, moi je suis en bonne santé, je ne crois pas. Mais tu constitues un danger pour les autres. Nous devons tous nous faire vacciner et promouvoir également la vaccination. Nous devons maintenir les mesures préventives. Nous devons nous préparer à une éventuelle pandémie future. Nous devons lutter contre la désinformation, les effondrements, et nous devons investir dans l'innovation, dans la science. Nous devons mener des études là-dessus. Pour vous qui êtes des finalistes, travaillez aussi sur la COVID-19. C'est important. J'ai dit et je vous remercie. Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société.